la leçon sur la Hamza. Hamza. Qui n'a rien à voir avec le prénom Hamza. 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 Hamza a vraiment un statut extrêmement particulier, qui n'est comparable avec aucune consonne et aucune voyelle. La Hamza, c'est un peu la conséquence de vouloir véritablement construire une langue qui repose d'une manière primordiale sur les consonnes, dans le sens traditionnel, et véritablement reléguer les voyelles à un rôle subalterne. À force de voir ça, on se retrouve en fait avec un contre-coup, et c'est l'apparition, donc c'est l'espèce de rôle très bizarre et très unique du Hamza. C'est en fait une consonne qui n'en est pas une. Donc ce n'est pas une lettre, pour moi c'est un symbole qui vient signaler l'interruption de la prononciation du mot pour véritablement concentrer la lumière des projecteurs sur un son voyelle. Donc en fait c'est une non-consonne qui vient donner une énorme importance à une voyelle dans un sens qu'on a peut-être du mal à imaginer quand on connaît l'italien ou le français ou l'anglais. Dans ces langues-là, les voyelles existent, elles ont un rôle important, presque aussi important que les consonnes, voire plus. Mais même dans ces cas-là, les voyelles ne justifient jamais l'interruption d'un mot. On ne dit pas une coopération, on dit une coopération. On peut trouver des exemples, par exemple à Hawaï, je me souviens, il y avait un poisson qui s'appelait le mahi. Donc là, on retrouve un peu quelque chose qui est très comparable à ce que produit la Hamza. C'est une interruption du mot pour vraiment donner de l'importance à la voyelle. Donc, c'est un peu ça l'idée. Alors, il faut s'attendre à beaucoup de choses de la part du Hamza. Et je vais te citer plein de règles. Il ne faut pas se laisser impressionner dans le sens où il faut savoir que même un arabophone ne connaît pas ces règles-là. Et quand on apprend un mot, il vaut mieux l'apprendre par cœur sans forcément essayer de comprendre les règles qui expliquent l'emplacement de la Hamza. Donc, ne te laisse pas impressionner. Quand tu vas apprendre un mot, tu vas l'apprendre en utilisant ta mémoire et non pas en utilisant des espèces de règles mathématiques que je vais te mentionner en passant. Mais il faut comprendre quand même que c'est pas du chaos total. Il y a une certaine méthode dans cette folie-là et il faut être serein et donc toujours se souvenir que la Hamza est une façon de donner une extraordinaire importance à la voyelle qui vient se porter sur ce Hamza qui lui-même ne constitue pas une lettre en tant que telle, donc on va souvent la retrouver accrochée à un alif, souvent accrochée à un waouh ou un ya, et parfois aussi seul, sur la ligne, directement, tout nu. Ici, je parle des harakat. Les harakat, c'est les voyelles, donc je t'ai jamais parlé de ce mot-là. En arabe, c'est un mot qui désigne les voyelles traditionnelles, les trois, enfin les quatre, parce qu'en fait il y a le soukoun. Le soukoun, c'est l'absence de son. Le soukoun, c'est le petit rond qui veut dire aucun son. Donc par exemple ici, kasra, tu vois que j'ai utilisé un petit rond qui veut dire kas, qui signifie que sur le se, il n'y a pas de son particulier. C'est simplement la consonne toute seule. Kasra. C'est pas kasira, c'est pas kasara, c'est pas kasura, c'est kasra. Donc c'est ça le soukoun. Pour moi, j'aurais peut-être dû te dire depuis le début qu'il fait partie, que c'est une voyelle finalement à part entière, au même titre que les trois autres. Fatha, c'est la barre au-dessus. Dhamma, c'est une espèce de boucle
qui veut dire ou. Kasra, c'est la barre en dessous, i. Et sukun, on vient de le dire. Les harakat, c'est le fait d'animer les consonnes. Haraka, c'est le mouvement. Donc voilà. Le hamza va donner une importance extraordinaire à chacune de ces voyelles-là, si bien qu'on va devoir physiquement interrompre la prononciation du mot. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc je vais commencer à donner une série d'exemples, c'est la meilleure façon de procéder. Il y a le premier, c'est moi, ana. Nous l'avons déjà vu plusieurs fois. D'une manière très générale, à chaque fois que le hamza se trouve en début de mot, il va toujours être accroché à un alif. Il va être au-dessus ou en dessous. En dessous, quand le son c'est le kasra, i. Mais à chaque fois que le hamza est en début de mot, il va toujours être accroché à un alif. Ana. Donc en fait ici, si tu veux, le alif a un rôle simplement de soutien, c'est un support, c'est un socle pour la hamza. La consonne finalement, dans ce cas-là, c'est la hamza, c'est la star. Et ça veut dire qu'on dit ah. Il n'y a aucune consonne finalement. C'est une non-consonne dans le sens où elle chasse les autres sons. C'est la voyelle qui prend de l'importance. Le rôle du hamza, c'est de donner de l'importance, une importance prononcée à une voyelle. A. Ana. La femme de David Bowie, je ne sais pas si tu te souviens, on l'a vu en cours d'Afrique avec Marc-Antoine Pérouse de Monclos. La femme de Bowie est très connue en Afrique parce qu'elle est somalienne et musulmane. Son nom c'est Iman Mohamed Abdelmajid. Elle est très connue donc sous le nom, son prénom Iman. Iman, c'est-à-dire la confiance. C'est la certitude sereine que quelque chose va se produire, la foi. Iman. Iman. Ça, c'est un prénom, c'est aussi un nom commun. On retrouve donc le hamza en début de mot. Et selon la règle qu'on vient de dire, elle est toujours accrochée à un alif. Sauf qu'ici, c'est un son i, donc c'est pour ça qu'on la trouve en dessous. Quand on était dans le 15e, on était passé devant un arrêt qui s'appelait Bir Hakeim. Et je t'avais fait remarquer à ce moment-là que Bir, c'est Bir en arabe, qui veut dire le puits. Bir. Bir. Bi'run. Tu te souviens des doubles voyelles? On parlera de ça dans une leçon séparée, mais le mot ici qui nous intéresse, c'est bir. Alors là, c'est intéressant parce que le hamza est en milieu de mot. Et très souvent, c'est peut-être le cas qui revient le plus souvent, en début de mot, surtout quand elle est précédée ou entourée en tout cas par une kasra, un son i, ce qui vient soutenir le hamza, son socle, va être la lettre ya. Et dans ce cas-là, quand le hamza requiert comme socle la lettre ya, les deux points du ya disparaissent pour faire place à la star hamza. Alors ici, la chose intéressante aussi, c'est que la voyelle qu'on met en exergue, c'est le sukun. Donc on se retrouve avec une non-consonne pour porter une non-voyelle. Donc vraiment, c'est une interruption du mot, avec aucun son particulier. C'est b. Ça s'arrête, c'est tout ce qu'on a en fait. Tu te souviens aussi que je t'ai dit que je regardais un feuilleton, une espèce de feuilleton très long et typiquement égyptien. Et le personnage principal s'appelait Ibrahim Tahir. Parce que tu m'avais posé la question, comment on dit oiseau? Et un oiseau, on dit Tahirun. Un oiseau, Tahirun. Tahirun.
Ibrahim. Tar. Ibrahim l'oiseau. Ta'irun. Un oiseau. Ta'irun. Le alif qui précède n'a absolument rien à voir avec le hamza. Son rôle, c'est de rendre longue la voyelle fatha ici. Le a, ta'irun. Et le socle du hamza ici, c'est le ya, ta'irun. Le hamza aussi peut se retrouver sur le waw. Donc ici, je vais te donner encore un exemple pour montrer ça justement. Lo, lo. 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 Lu'lu'un, la perle. Lu'lu'un, pardon. Lu'lu'un. Donc ça, c'est pour te dire qu'en milieu de mots, on peut tout à fait retrouver la hamza sur un waw. Lu'lu'un. Lu'lu'un. On avait vu la notion de chose d'une manière très vague, comme ça, quelque chose, toute chose. Fur, kul shi. Shi, c'est quelque chose, ou toute chose, c'est comme anything, something en anglais. Shi. Shi. Alors, cet exemple m'intéresse, d'abord parce que c'est un mot incontournable, mais aussi parce que le hamza se retrouve toute seule. La hamza se retrouve toute seule sur la ligne. Elle n'a pas de socle. Et ça arrive très souvent quand c'est en fin de mot. Le ya, ici, est une consonne à part entière. Son rôle n'est pas du tout d'être un socle pour hamza. C'est avant. Shi. Shi. Un autre mot assez fondamental, c'est la lumière. Sha'al do, c'est-à-dire allume la lumière. Do. 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 Encore une fois, on retrouve la hamza en fin de mot et sans socle, directement sur la ligne, comme une grande. The. Oh. Donc on vient de voir plusieurs cas différents dans le sens où la hamza est tellement une superstar qu'elle requiert plein de socles particuliers selon les situations. Mais toujours en début de mot, elle va se retrouver accrochée à un alif. Souvent en fin de mot, mais pas toujours, elle va se retrouver sur la ligne toute seule, sans socle. Par exemple, le verbe il est arrivé. Ja. Ja ou majash. Est-ce qu'il est arrivé ou pas? Ja. Ja. On va apprendre à le conjuguer plus tard. Alors comme tout verbe qui n'a pas trois racines, ou pardon, comme tout verbe qui n'a pas une racine qui repose sur trois consonnes, il faut toujours s'en méfier. C'est-à-dire qu'il va y avoir plein d'exceptions. Et ça, c'est une autre leçon. Il y a un autre verbe que je pourrais mentionner ici, c'est le verbe demander. Il a demandé. Sa'ala. 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 Je t'ai acheté un jeu de cartes, une espèce d'abécédaire sous forme de jeu de cartes. Chaque lettre possédant une carte et chaque carte proposant un exemple illustré. Et tu vas voir qu'il y a plusieurs mots qui emploient la hamza dans des situations
différentes. Ce qu'il faut apprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est que, enfin, ma première recommandation, c'est de ne pas se laisser impressionner par les différentes situations et c'est vraiment se focaliser sur le fait de bien le prononcer et aussi de savoir que quand on apprend un mot dorénavant, quand tu vas apprendre un mot par cœur, tu vas apprendre le mot par cœur tel qu'il est. Et si par exemple quand tu apprends le mot puis, eh bien tu vas apprendre que le socle du Hamza, dans ce cas-là, ça va être le ya. Et ça va faire partie de l'effort qui consiste à apprendre les mots par cœur, comme tout débutant qui apprend n'importe quelle langue. Donc voilà, c'est donc se concentrer sur une bonne prononciation, qui finalement n'est pas très difficile quand on réfléchit, j'espère que mon explication aura apporté son effet, mais tu vas te rendre compte que c'est assez facile à partir du moment où on interrompt de manière marquée la prononciation, on peut prononcer même des mots qui semblent assez difficiles comme do ou shir. Ta et don, c'est facile. Et savoir que maintenant, c'est une espèce de consonne non consonne que tu vas retrouver et qu'il faut accepter.